très bien. Donc, l'équipe du Parlement du futur citoyen tient à vous remercier de nous avoir invités dans ce centre et d'avoir accepté de répondre aux interrogations des élèves qui ont travaillé depuis le début d'année, pas forcément cette équipe-là, mais d'autres équipes sur l'intelligence artificielle, soit dans le domaine professionnel, parce qu'ils sont allés interroger des professionnels sur la blockchain, ou bien dans le domaine universitaire et informatique, ils sont allés voir monsieur le professeur Jean-Gabriel Benassia. Et puis, pour finir, on a l'honneur de venir ici pour vous interviewer et avoir votre point de vue. Pour nous, vous êtes l'exemple qu'on aimerait que les élèves suivent, parce que vous avez fait vos études de médecine tout d'abord à l'université de René Descartes, et pendant vos études de médecine, vous avez eu apparemment une maîtrise en biochimie. Oui. Ensuite, vous avez eu plusieurs diplômes universitaires, dont celui de carcinologie cervico-faciale. Vous avez été chef de clinique des hôpitaux de Paris à l'université de Pierre et Marie Curie et à l'hôpital Tenon. Vous avez présidé jusqu'en 2011 le club des oncologues que vous avez vous-même fondé. Oui. Et actuellement, vous êtes directeur médical du centre de radiochirurgie de Paris, le premier en Ile-de-France à se doter de la technologie CyberKnife. Ce dont on va parler, oui. On vous a décerné la Légion d'honneur en 2013. Et vous avez également créé ce qui nous a... Je vais vous raconter où on est, hein. Je vais vous raconter où on est. La maison de l'après-cancer en 2017. Okay. Ouais. Et c'est un bel exemple en fait qui montre que non seulement vous vous intéressez à tout ce qui est scientifique, mais aussi à l'éthique, parce que vous suivez le patient dans son parcours de soins, dans le pré-opératoire ou dès le début du diagnostic, mais également dans le post-opératoire, pour l'aider à se construire par la suite et pour permettre d'installer cette capacité à rebondir, cette résilience que on a du mal à avoir tout seul si on n'est pas aidé, si on n'est pas soutenu par des spécialistes. À part les antidépresseurs, il n'y a pas trop de solutions. Donc ici, il y a des élèves qui sont en découverte professionnelle. Quel âge alors? Donc on a des troisièmes ici qui ont envie de découvrir les métiers 14 ans. afin de les accompagner dans leur orientation. 14-16. Là, en première. Ado. Et sinon en sixième année de pharmacie. Exactement. Ok. Bienvenue. Merci d'être là. Alors, on a tous eu les mêmes parcours. Tout le monde commence, le collège, le lycée, etc. Quand on peut, c'est bien d'aller à la fac. Donc moi, j'étais un footballeur. Et je devais choisir entre le football et je pense que c'est bien d'avoir choisi la médecine. Donc en fait, vous avez... c'est très bien de vivre ses passions. Je crois que c'est très important. Après, on ne sait pas forcément quel métier on veut faire. Donc comme beaucoup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je ne sais pas trop, mais j'aime bien les études de médecine. Parce que le corps humain est fascinant, c'est une machine qui tourne plutôt bien. Et que j'aimais bien les mécanismes d'action, la biologie, plutôt physique que maths, même si les maths me plaisaient, mais comme les sciences humaines. Donc la médecine, c'est intéressant, il y a des sciences humaines. Et finalement, dans les études de médecine, on découvre qu'il y a plusieurs métiers que l'on découvre. Il y a des métiers aussi variés que des radiologues qui regardent des photos et font des diagnostics, des cancérologues comme moi qui traitent les maladies de cancer, et d'autres spécialistes du cœur, des reins, où là c'est très différent l'approche, la biologie, le médical, avec les analyses de sang, etc., d'urine. Donc finalement, les études de médecine, elles vous amènent à plein de choses. Alors moi, je choisis la cancérologie. C'est vrai que le cancer, c'est un des grands ennemis de ce siècle. Depuis qu'on traite mieux les maladies infectieuses, la tuberculose et les autres maladies bactériennes, on les traite mieux. Depuis qu'on traite mieux les pathologies, les maladies cardiaques, les infarctus, tout ce qui est lié à la tension artérielle qui augmente, puisqu'on a maintenant des nouveaux traitements qui donnent des accidents vasculaires
Donc c'est mieux pris en charge. Et du coup, il reste ce cancer, finalement, c'est un ensemble de maladies différentes où les cellules, elles se renouvellent de façon anarchique, sans s'arrêter. Il y a eu un bug à un moment. Et donc c'est vrai que cette cancérologie, c'est assez intéressant sur le plan scientifique, mais également sur le plan humain. Parce que finalement, ce qu'on sait, c'est que notre vie, elle dure un certain temps, puis elle s'arrête. Alors on espère le plus longtemps possible. On espère qu'elle va être plutôt amusante, si possible, et en bonne santé. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un cancer, on a souvent la peur. On est envahi par la peur que ça revienne. On a peur de mourir. Alors qu'il y a plein de gens qui vont mourir comme nous, mais qui n'ont pas forcément peur. Ils n'ont pas conscience de ça. Et on a peur de souffrir. Donc c'est vrai que c'est encore des maladies qui sont connotées comme étant plutôt agressives. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire qu'on peut guérir du cancer, de certains cancers, pas de tous, mais de certains cancers, et surtout quand on les diagnostique tôt. Donc la médecine s'est activée d'essayer de faire des meilleurs diagnostics, de chercher les meilleurs traitements pour éviter que ça fasse des drames dans les familles. Tout le monde dans sa famille a eu quelqu'un de malade aujourd'hui. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas eu quelqu'un de malade. Donc, à titre perso que je présente, moi j'ai fait un cursus de cancérologie double, où j'ai utilisé les traitements médicaux, la chimiothérapie, les traitements avec des hormones, les immunothérapies, qui activent l'immunité, enfin on pourrait en parler, c'est pas la peine forcément de détailler maintenant. Et j'ai entendu le mot intelligence artificielle. Ce deuxième aspect, c'est la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on traite les cancers par des rayons. Alors c'est des rayons X, qui sont des rayons transparents, qui ne se voient pas, qui font pas mal. Donc c'est une énergie qu'on délivre sur une cible pour détruire les cellules cancéreuses. Alors certains y verraient comme un jeu électronique. Vous voyez à l'image un cancer et il faut cibler les faisceaux pour détruire le cancer. Alors, dans la vraie vie, ça marche aussi souvent, c'est-à-dire qu'on peut être efficace et détruire des cibles sans rentrer dans l'individu, mais par l'extérieur. Le rayon, il traverse la personne et il va cibler une zone qui est fragile. Alors pour ça, il faut connaître le trajet du rayon, bien le voir à l'image. Quand le rayon il passe dans un tissu qui est un peu épais, ben, il s'atténue, donc l'énergie, il y a une perte. Il faut faire des calculs. Ensuite, il faut savoir comment les cellules du corps, elles réagissent à tout ça. Est-ce qu'elles vont s'inflammer? Est-ce que la personne, elle va supporter? Donc, il y a de la biologie, il y a de la physique, il y a de la technique. Et puis, il y a de la peur. On traite des gens, donc il y a de l'humain. Vous voyez que c'est un métier, comme il y en a certains, qui sont très très variés. Alors, on a eu de la chance récemment, avec les hautes technologies, de voir arriver des robots, ça maintenant vous connaissez bien, hein, votre génération, et de l'intelligence artificielle, et l'informatisation, et l'ordinateur. Avec nous, quand on voulait aller chercher un article scientifique pour étudier quelque chose, on allait à la bibliothèque chercher le livre. Parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas Internet. Pourtant, on est jeune, mais on n'avait pas Internet pendant les études. Donc c'est assez intéressant aujourd'hui de voir que de n'importe quel smartphone, on a accès à toute l'information du monde. Ce qui veut dire que c'est la manière avec laquelle on va exploiter l'information qui va être importante. Parce que l'accès à l'information maintenant est un peu moins difficile. Bon, ça dépend laquelle. Donc on s'est hâté, et c'est ce que vous faites ici, de monter des centres très techniques pour que les patients puissent être traités, mais nous nous refusons de dire que la technologie, c'est uniquement, elle doit se servir elle-même, elle doit être au service des patients. C'est pour ça qu'ici on a monté un institut, qui s'appelle Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, et notre objectif c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie, c'est-à-dire qu'on traite des maladies, à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. On traite des gens. C'est pas parce qu'on est malade, on n'est pas quelqu'un avec sa sensibilité, son envie d'écouter de la musique, son envie de sortir, d'être intéressé par l'art, la culture. On n'est pas seulement quelqu'un de malade. Donc on accompagne nos circuits de soins très techniques par beaucoup d'humains. Et ici on a des psychologues, des sophrologues, des massages, des esthéticiennes, de l'acupuncture, des sexologues, des nutritionnistes. Et notre objectif, c'est vraiment que chaque patient il puisse être accompagné de façon très globale. Vous voyez qu'on peut arriver à faire une médecine qui est très technique et, parallèlement à ça, une médecine très humaine. Et c'est pas parce qu'on fait de la technique
on déshumanise forcément le projet. Des fois, on se sert de la technique pour gagner en efficacité et tout en réhumanisant nos relations. C'est clair ça pour vous ou pas? Oui. Voilà. Donc on n'est pas, c'est pas celui qui choisit la technique qui va pas faire d'humain. C'est pas vrai. Quand on est très bon, même sur des circuits très techniques, il faut être très humain parce qu'on avance en équipe, on travaille pour des gens, des personnes. Alors en médecine, c'est des personnes malades. Mais dans la vie en général et dans une entreprise, on a forcément à manager, on a des collègues, on a une hiérarchie, en dessous, au-dessus, et donc il faut arriver à travailler en équipe pour être efficace. Donc la technique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Les robots, ça nous sert à faire quelque chose. Voilà. Donc vous êtes venu ici et je vous remercie de faire les déplacements. Alors, chacun va me poser une question, c'est ça? Oui. Ok. Du coup, Vous avez un ordre? Oui, on avait préparé des questions. Du coup, on l'instant. Thomas, tu peux commencer. Quels sont les types de cancers traités par le CyberKnife? D'abord, on a prononcé ce mot qui s'appelle le CyberKnife. C'est robotique, c'est au couteau. On voit bien que c'est une façon de délivrer l'énergie de la radiothérapie avec une précision extrême. C'est pour ça qu'on dit que c'est au couteau. Donc, pour produire des énergies qui vont détruire des cancers, donc ces rayons X, on a des machines qui s'appellent des accélérateurs de particules. L'avantage de cette technique aujourd'hui, c'est qu'on a un accélérateur de particules qui est miniature. Il est monté sur un robot. Et ce robot a une capacité à se déplacer dans l'espace. On dit qu'il a plusieurs degrés de liberté. Donc on va pouvoir délivrer les faisceaux de radiothérapie, les rayons, par plusieurs portes d'entrée, et on va pouvoir améliorer le degré de précision. Seulement, quand je respire, si j'ai un nodule, un cancer dans le poumon, le nodule il va bouger avec ma respiration. Donc vous avez deux solutions. Soit vous envoyez des rayons et vous passez à côté, soit vous ciblez le nodule, le cancer, mais avec des marges de sécurité pour ne pas passer à côté. Mais là, quand vous envoyez des rayons, vous allez être plus destructeur. Alors ce que vous voulez, c'est être plus précis, plus économe. Donc l'intelligence, ça a été, en plus du robot qui traite, d'avoir des systèmes qui, en temps réel, reconnaissent le mouvement des cibles, le détectent. Et ce message, il est récupéré et il est utilisé. C'est-à-dire qu'on détecte le mouvement des cibles et on envoie un correctif, on corrige ce mouvement au robot qui devait tirer dans une certaine position. Et si la cible bouge, par une intelligence artificielle, on va récalculer le tir et on va réadapter le positionnement des faisceaux. Donc en fait, la machine de radiothérapie, le CyberKnife, elle adapte son tir au mouvement de la cible. C'est le robot qui s'adapte à l'homme. Donc nous, on peut respirer tranquillement, et la machine va faire le travail de s'adapter au mouvement. Comme ça, on n'est pas obligé de faire des rayons sur des volumes larges et d'être toxique. On va se concentrer vraiment sur le nodule et sur la cible. Et donc c'est très important parce que ça va nous permettre d'atteindre la cible en étant le plus préservant, le moins destructeur pour tout ce qui est autour. Donc il faut imaginer qu'il y a plusieurs cibles qui peuvent être touchées dans plusieurs organes. Vous pouvez détruire des cancers dans le poumon, vous pouvez détruire des cancers dans la prostate, dans le cerveau, dans les os, dans le foie. Vous avez toute une panoplie d'organes, même dans l'intestin. Vous avez toute une panoplie d'organes larges, parce que finalement, quelle que soit la zone où il se situe, on peut avoir accès à toutes les parties du corps. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout le temps, parce qu'il y a des cancers qui évoluent localement de façon principale, et il y a des cancers qui aiment bien envoyer des satellites ailleurs, ce qu'on appelle des métastases. Et quand il y a des métastases un peu diffuses, des cancers qui passent dans plusieurs organes, on préfère souvent des traitements par des médicaments qui passent dans la circulation sanguine pour aller atteindre toutes les cibles, que des traitements localisés. D'accord? Donc on n'est pas limité par le type de cancer en termes de tissu, on est plutôt en train de réfléchir sur est-ce que c'est utile pour le patient qu'on cible un seul endroit, s'il y a une maladie,
qui est à plusieurs endroits ou pas. Chaque stratégie elle est personnelle. C'est clair? Justement, vous parlez de stratégie, donc on a une deuxième question avec Noah. Oui. Alors, ça porte toujours sur le robot CyberKnife. Alors, quelle est la place de CyberKnife et sa plus-value dans la stratégie thérapeutique? Et ensuite, en quoi diffère-t-il des autres alternatives? Alors, c'est important de dire que il faut repartir de la base. Nous, ce qu'on veut, c'est traiter des gens qui ont une maladie qui s'appelle le cancer. Donc, vous savez, les cellules se renouvellent, elles donnent des masses. Il y a deux types de risques. L'évolution locale, c'est une masse qui grossit. Des fois, ça fait mal, des fois, ça comprime un tuyau. Donc, l'évolution locale, c'est un risque dans un cancer. Et l'évolution à distance, ce qu'on va appeler les métastases dont on vient de parler. La radiothérapie, en général, est utilisée comme un traitement local, comme la chirurgie, c'est-à-dire qu'on va aller localement traiter un problème. Des fois, ça suffit, parce qu'il y a des tumeurs qui ont d'abord l'habitude de se développer localement avant de vouloir aller ailleurs. Et des fois, ça ne suffit pas, et là, on est obligé de passer par des traitements avec des médicaments, avec toute une gamme de médicaments. Donc, dans la stratégie, si on veut agir localement, on utilise la radiothérapie. Et dans la radiothérapie, si on veut être très précis avec des cibles qui sont mobiles et qu'on veut monter la dose, parce que des fois les tumeurs sont un peu résistantes et il faut monter la dose, alors on peut utiliser des outils comme le CyberKnife qui ont un degré de précision et qui nous permettent de monter la dose tout en respectant ce qu'il y a autour, mais c'est un traitement local. Ça nous arrive d'associer du CyberKnife des chimiothérapies, du CyberKnife des immunothérapies, du CyberKnife des thérapies ciblées, c'est-à-dire des médicaments qui ont différentes formes. C'est pas parce qu'on fait un traitement qu'on n'en fait pas un autre. Vous allez pouvoir prendre un plat et un dessert. On peut vous donner un traitement pour un mal de tête et un traitement antibiotique aussi. Donc c'est pas exclusif, la stratégie c'est d'arriver à regarder sur tous ces risques la manière dont on va agir pour essayer de les couvrir au mieux, tous ces risques-là. Ok. Du coup, vous parliez de précision avec ce dispositif, aussi de l'association à d'autres thérapies. Donc là, on avait une question avec Ilyes. Comment l'intelligence artificielle participe-t-elle à la concrétisation d'une médecine plus personnalisée? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence réelle et l'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est une capacité qu'on a à s'adapter. D'accord? C'est sûr que si vous shootez dans un ballon mou ou dans un ballon dur, vous n'allez pas y mettre la même force et la même technique. Il faut être intelligent et s'adapter. Quand on a affaire à un problème, une maladie, on ne va pas la traiter de la même façon. Mais surtout quand on a affaire à un patient, un malade, on ne va pas traiter de la même façon. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui a 90 ans ne va pas tolérer forcément des traitements qui ont la même puissance. Quand on fait un traitement, il faut voir la fragilité d'un organe, s'il a vieilli, comment se comportent les organes autour. Donc il faut s'occuper du patient, et puis il faut voir la tumeur, il y a des degrés d'agressivité. Il y en a qui évoluent vite, il y en a qui évoluent lentement. Donc l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'intelligence. Il faut s'adapter. Donc aujourd'hui, si on éduque les ordinateurs à s'adapter, ben ils vont nous aider à personnaliser. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à faire pour chacun les traitements les plus adaptés. Et donc, il faut faire de l'analyse critique, recueillir des données et analyser les données. Donc on recueille des données sur le patient, sur la tumeur. Là, en l'occurrence, pour le CyberKnife, vous avez vu, on recueille des données sur le mouvement de la cible. Ensuite, on les analyse et ces informations, on va les utiliser pour améliorer quelque chose. Donc sur la radiothérapie, pour améliorer le ciblage par les rayons. Mais on peut demander aussi de l'intelligence artificielle sur une base de données à nous, si on a 1000 caractères chez un individu, nous sortir les quelques caractères importants qui vont servir à adapter le plus possible ce qu'on va faire. Donc à chaque fois qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de l'adaptation personnalisée au patient, ce sera utile dans la stratégie. D'accord?
C'est clair ou Oui. c'est pas clair? Si vous utilisez des ordinateurs performants, mais que vous traitez tout le monde de la même façon, ça ne sert pas à grand chose. Merci beaucoup. Donc là maintenant, il y a une autre question de la part de Lou Jane, c'est plus sur ce qui s'est passé en fait avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de ce dispositif. Vas-y Lou Jane. Oui, donc vous avez été le premier centre francilien à utiliser le dispositif du CyberKnife, et donc je me suis demandé quel impact ça pourrait avoir sur l'organisation avec justement cette utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple dans plusieurs domaines, en ce qui concerne les pratiques chimiques, l'architecture des blocs opératoires, ou bien encore la gestion des ressources humaines. Ok. Alors en fait, on a de la chance, c'est-à-dire que on peut greffer un ordinateur pour commander beaucoup de dispositifs médicaux. Donc là, on va piloter intelligemment ce qu'on appelle l'accélérateur de particules, c'est la machine de radiothérapie. Mais vous pouvez piloter intelligemment des robots de chirurgie. Vous pouvez piloter intelligemment une base de données qui accueille de l'information pour qu'elle restructure et réorganise l'information pour vous servir ce qu'il y a de mieux. D'accord? Si vous savez aujourd'hui, si votre cahier, votre téléphone sait toutes les dates de naissance de chacun, c'est bien. Mais si vous ne lui parlez pas à votre téléphone, vous ne saurez pas c'est l'anniversaire de qui. Si c'est toutes les dates de naissance de chacun et qui vous sert l'information quand vous vous levez, c'est l'anniversaire de IS, ah ben très bien, vous allez lui dire bon anniversaire. Donc c'est pas tout d'avoir la machine. Il faut avoir la capacité à bien l'utiliser intelligemment. Et donc ces moteurs-là intelligents, ils vont nous permettre de nous adapter. Donc aujourd'hui, évidemment, si vous êtes capable de détruire un nodule, une tumeur qui est dans la tête sans ouvrir, c'est que vous allez éviter un bloc opératoire, vous allez éviter le risque d'enlever une partie du cerveau et d'avoir une paralysie, vous allez faire des économies de santé sur toute l'organisation de la stérilité du bloc opératoire, les outils, les infirmières de bloc opératoire, les penseuses. Alors bien sûr, vous allez avoir le coût du robot, de l'ordinateur en contrepartie. Mais à chaque fois que vous avez un système nouveau, un outil nouveau, vous changez l'organisation du système de soins. Et la médecine est riche parce qu'on a à chaque fois des nouveautés. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté, on se repose la question. Comment elle s'intègre? Elle est plus efficace de quoi? Est-ce qu'elle va remplacer quelque chose? Est-ce qu'elle va venir en plus? Est-ce qu'elle va coûter de l'argent? Est-ce qu'elle va faire économiser de l'argent? Est-ce qu'elle va apporter un bénéfice pour le patient ou est-ce que c'est un gadget? Il ne faut pas confondre une innovation et un gadget. D'accord? Quand ça va apporter une plus-value, un vrai bénéfice, là on va essayer de l'intégrer. Donc on doit étudier tout ça. Donc bien sûr que quand vous faites rentrer un robot qui traite du cancer dans un système de soins où des fois il faut aller opérer de façon... Par exemple, je vous donne un exemple. Un monsieur de 83 ans qui a fumé toute sa vie, qui a des poumons en très mauvais état général, il a un cancer dans le poumon. On fait un bilan avec des images et on voit que c'est resté dans le poumon, ça n'a pas été ailleurs. Seulement, il a un antécédent d'infarctus, il est un peu obèse, il est fatigué. Les anesthésistes se disent, ils disent aux chirurgiens, si vous opérez ce patient, ben, il y a des risques, quand on anesthésie, qu'il ne se réveille pas, parce qu'il est très fragile, son cœur est fragile. Est-ce que vous allez prendre un risque vital pour guérir le cancer? C'est une vraie question. Si vous êtes capable, avec un robot très précis, de ne pas abîmer ce qu'il y a autour et de détruire le nodule cancéreux sans opérer, ça devient très intéressant sur le plan de la stratégie. Et on est non invasif, on ne l'endort pas. Donc il n'y a pas de risque anesthésique. Tu vois comment on passe d'une stratégie à l'autre, parce qu'on a un outil technique qui va nous permettre de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. C'est clair? Oui, donc en fait, c'est comme avec l'IA, c'est les machines qui s'adaptent, mais là, c'est les médecins aussi qui vont adapter leur façon de travailler. Exactement, le médecin doit être une intelligence artificielle réelle, Oui. c'est-à-dire qu'il doit adapter sa façon de travailler. Maintenant, il va l'adapter parce qu'il a aussi des nouveaux outils. Si on n'avait pas l'outil non invasif pour aller détruire, on aurait été obligé d'aller ouvrir, sans abîmer le patient, pour aller lui enlever une partie du poumon. Donc le médecin s'adapte, l'ordinateur s'adapte, l'intelligence, c'est quand on s'adapte. Tout le monde doit s'adapter.
Et chaque outil, il n'est qu'un outil. Il sera à un moment dépassé par un autre outil plus performant. C'est pour ça que le cerveau, il doit être capable d'intégrer plusieurs outils. Quand vous commencez votre exercice en faisant cette stratégie, vous n'allez pas 40 ans après faire la même. Quelqu'un qui traitait un cancer du poumon il y a 40 ans, s'il traitait, c'est pas quelqu'un qui traite un cancer du poumon aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc maintenant, on a vu tout ce qui concerne les avantages. Je crois que tout le monde comprend mieux quels sont les bénéfices du dispositif. Maintenant, on a une autre question avec Mehdi sur l'autre versant. Bonjour. Alors, quelles sont selon vous les limites et quels sont les points à améliorer sur le dispositif CyberKnife? Alors, en fait, on peut rentrer dans de la technique, il faut voir si c'est très utile. Mais on va essayer quand même d'apporter une solution. Par exemple, quand on détecte le mouvement des cibles, la machine, elle utilise des images. Mais il y a des cibles qu'on voit mieux que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des cibles que le robot va détecter facilement et d'autres que le robot ne va pas détecter facilement. Et là, c'est de l'analyse d'images. Donc il y a des logiciels qui nous permettent, ou qui permettent au robot d'avoir une vision plus fine pour avoir une précision encore plus importante. C'est-à-dire que si vous essayez de chasser dans la nuit avec ou sans les lunettes infrarouges, vous n'allez pas avoir la même vision. Donc en fait, c'est un peu pareil. Il y a des robots qui voient flou, et il y a des robots qui ont des lunettes infrarouges, et ils vont arriver à mieux chasser la cible. Donc dans la détection et le ciblage, on a des progrès technologiques à faire. Ensuite, le robot il doit adapter son tir au mouvement de la cible, mais il faudrait qu'il puisse plus tard adapter aussi son tir à ce qu'on ne veut pas faire autour, au mouvement des différents organes. Parce que les organes ne bougent pas de la même façon. Par exemple, la prostate, qui est un organe qui est dans le bas-ventre, le pelvis, elle va bouger, mais le rectum, qui est rempli de gaz ou de sel, va bouger aussi. Et la vessie, qui est remplie d'urine, va bouger. Donc il faut des modèles mathématiques et des systèmes qui détectent les mouvements, qui soient beaucoup plus élaborés pour arriver à voir bouger tous ces volumes ensemble. C'est vrai que c'est un peu technique, mais on est obligé de répondre techniquement, parce que déjà le CyberKnife a une précision de demi-millimètre sur les cibles qui bougent. Donc il y a plein de gens qui vont dire bon bah c'est parfait, c'est pas la peine de le développer. Mais nous on est quand même en train d'essayer de le développer. D'accord? C'est infini la technologie. Ce qu'il faut c'est voir est-ce que l'investissement est utile pour le patient. On ne fait pas de la technologie en médecine pour la technologie. Si vous avez un nodule, un cancer qui est à côté d'un organe fragile, vous avez le devoir, même s'il y a 5% de risque de complications, d'essayer de les diminuer. D'accord? Donc c'est une question technique. Est-ce qu'on peut mettre les lunettes infrarouges à quelqu'un qui voit dans le noir? Je crois que c'est mieux. On a besoin. Après, le dispositif CyberKnife, le robot, il est déjà très élaboré. Mais avant, on n'avait pas la précision de demi-millimètre. On l'avait à 4 mm. Et avant ça, on l'avait à 1 cm. Quand on l'avait à 1 cm, ça nous posait problème. Parce qu'à chaque fois qu'on détruisait une tumeur, on fragilisait ou on détruisait les organes autour. Donc tu as des gens qui avaient des qualités de vie embêtantes, des diarrhées, de la toux, des complications, de la fièvre. Parce qu'en fait, on ne respectait pas l'environnement. C'est comme dans la guerre. Si vous faites une frappe chirurgicale et vous détruisez un hangar avec des missiles, tout autour les populations vivent bien, ben, tant mieux. On a détruit les missiles. Et si pour détruire les missiles, vous êtes obligé de détruire toute la ville et de faire des dommages collatéraux, là c'est moins bien. Donc en fait, la précision en médecine, c'est une façon d'améliorer le contrôle des maladies et de respecter les gens pour ne pas qu'ils se fragilisent. C'est clair? Merci. Comme ça, on ne rentre pas dans de l'information trop technique, mais l'esprit, c'est important. Il faut toujours... C'est pour ça qu'en fait, les médecins, il faut qu'ils fassent travailler, ils travaillent avec les ingénieurs, les physiciens, les biologistes, les scientifiques. La médecine doit regrouper toutes les sciences, et même les sciences humaines, la psychologie, les sciences sociales, pour arriver à améliorer le service aux patients.
Un médecin, c'est pas un technicien, mais il faut qu'il ait de la technique. Merci beaucoup. On continue avec une question d'Anna. Avec ce dispositif, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir déjà des problèmes lors d'une opération ou des complications? Et est-ce que la présence d'un technicien spécialiste en IA est forcément indispensable? Alors, vous avez forcément toujours des risques et des problèmes. Par exemple, on a une coupure de courant dans la ville parce qu'il y a eu un incendie. Les systèmes électroniques sont très fins. La machine, elle marche avec un courant électronique. Donc il y a un incendie à l'autre bout de la ville. Il y a l'organisme d'électricité qui coupe l'électricité. Nous, on a une panne sur la machine parce qu'on a un transistor qui grille. Et le patient est en cours de traitement, le traitement il s'arrête. C'est un vrai problème ça quand même. Alors on a des moyens de rattraper le coup. Donc vous avez des niveaux de techniciens. Vous avez le technicien qui va s'occuper du transistor ou de la première pièce. Vous avez le technicien qui va regarder et analyser le problème de l'électricité. Vous avez le technicien qui va voir si l'ordinateur et l'algorithme de calcul il ne s'est pas abîmé et qui va rentrer dans un processus un peu différent. Donc sur une machine aujourd'hui, ce n'est pas un technicien égale une machine. Comme dans le corps humain, c'est une grosse machine, il y a plein de spécialités différentes. Sur une machine robotisée, il y a plein de spécialités différentes. Il y en a qui vont être sur la mécanique, d'autres sur l'électronique, d'autres sur le soft et le hard. Donc la grosse machine ou le petit logiciel qui est quand même très important. Donc oui, on a eu des problèmes, c'est normal. Après, vous pouvez aussi dire je prends le risque de tirer sur une tumeur qui est juste à côté de l'intestin. Vous détruisez la tumeur, mais l'intestin est fragile. Vous avez un patient qui a des diarrhées tous les jours, il n'en vit pas, il est déshydraté, il est fatigué. Donc ça, c'est un problème. C'est un effet secondaire d'un traitement. Et des fois, on est obligé d'accepter le risque, parce que c'est toujours un bénéfice qu'on attend par rapport à un risque qui survient ou qui ne survient pas d'ailleurs. Donc si vous traitez des patients, vous avez des problèmes, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter. Ça veut dire qu'il faut prendre les meilleures précautions pour faire les traitements les plus adaptés. On poursuit avec une question d'Andrea. Quelles sont les nouvelles expérimentations en cours sur l'intelligence artificielle en oncologie? Alors, bien sûr, on a parlé beaucoup de techniques et de radiothérapie. Mais vous savez que dans chaque cellule, il y a à peu près 25 000 gènes. Bon. Personne aujourd'hui autour de cette table ne peut retenir 25 000 informations. Et quand chaque gène il donne des millions d'informations, il y a 3 milliards de paires de bases dans l'ADN. Donc il n'y a personne qui est capable d'analyser autant d'informations avec son cerveau humain. Mais par contre, si on arrive à les analyser et les utiliser, on peut être meilleur dans le choix des traitements. Donc une des grandes avancées, c'est d'arriver à stocker de l'information en masse pour mieux l'étudier et arriver à nous faire choisir des traitements et des médicaments, mieux comprendre des maladies. Je donne un exemple. Par exemple, on a un patient qui vient avec une tumeur dans le cerveau et on regarde les gènes de sa tumeur et on se dit mince, ça ne ressemble pas à celui d'à côté. Mais par contre, on regarde ce qui se passe dans le cancer du sein de chez la dame qui est juste derrière, et on dit tiens, ça ressemble. Donc la cellule, elle a des anomalies qui se ressemblent. Même s'il y en a un qui a un cancer du cerveau et l'autre qui a un cancer du sein, il y a des fois des traitements de certaines maladies qu'on va utiliser pour d'autres maladies. Parce qu'on a remarqué à une échelle que nous, on ne voit pas, les humains, qu'il y avait des similitudes. Donc on a des nouvelles idées en oncologie depuis qu'on sait regarder l'information grâce à ce changement d'échelle et à cette intelligence artificielle. C'est clair? Très intéressant du coup sur cette partie-là. On poursuit avec une autre question d'Anna. Quand on utilise l'intelligence artificielle, on a beaucoup travaillé sur les risques et les problèmes, les enjeux éthiques que ça posait. Est-ce que, quelle préconisation vous pourriez faire pour mettre en garde contre ces dérives et réussir à les prévoir et à les réguler? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez acheter un sweat rouge sur Amazon, vous allez taper sweat rouge sur Amazon. Quand ensuite vous allez aller, je sais pas, voir quels sont les horaires du cinéma, il y a une publicité à côté de votre cinéma où il y a quelqu'un avec un sweat rouge.
Donc vous avez de façon intelligente un moteur de recherche qui a capté votre amour pour les Swedes rouges et qui va vous le resservir en permanence. Et en fait, c'est le moteur de recherche qui a vendu l'information au commerçant qui est à côté du cinéma qui vend des Swedes rouges. Donc il y a des circuits qui se mettent en place par les données qui nous appartiennent pas forcément et que certains vont récupérer à visée commerciale. Alors, imaginez maintenant que moi je suis une assurance solidaire qui est là pour vous assurer en cas de besoin, si vous êtes malade. Mais que je sais que dans votre famille, il y a eu telle et telle et telle maladie, et qu'il y a donc un sur-risque que vous l'ayez. Et que j'ai capté l'information. Quand vous allez venir vous assurer, je vous dis, ah ben non, vous, je vous assure pas. Alors vous êtes en bonne santé. Mais l'assureur, il se dit, bah, finalement, je ne veux pas prendre un risque financier. C'est ma pomme d'abord, avant celle des citoyens. Donc le système de la solidarité n'existe pas. Il est cassé par le fait qu'on ait eu accès à des données sans les réguler. Alors si vous lui donnez les informations, c'est pas pareil que si vous les chiffrez. Donc en fait, il faut savoir ce qu'on fait avec ces données-là. Tout le monde ne peut pas les utiliser. Celui qui les utilise, il faut une charte éthique. Il y a une manière de le faire. Parce qu'il y a des fois où elles vont être intéressantes. Si vous avez guéri d'une maladie et qu'on a accès à ces informations, et quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde, il a cette maladie, puis vos informations, elles nous aident à le sauver, alors là, ça devient, pour le coup, génial. Donc en fait, on voit bien qu'avec une information, on peut être délétère ou bénéfique en fonction de la manière dont on l'utilise, avec un cadre moral qui s'appelle l'éthique. Claire ? Merci beaucoup. On avait, du coup, vous aviez parlé en début d'interview, dans les premières questions, de l'évolution du métier médical, de votre métier. Et donc, on a une question de Mehdi sur cette thématique-là. Oui. Alors, quelle sera la place du médecin dans l'hôpital de demain? Alors, d'abord, la place du médecin dans l'hôpital de demain. Je ne sais pas ce que sera l'hôpital de demain. L'hôpital, est-ce que c'est un lieu de vie où les gens viennent faire de la prévention? Ou est-ce que c'est un lieu où on fait des opérations, des actes techniques? C'est difficile parce que l'hôpital, c'est plusieurs services, plusieurs départements, et il va changer, mais on ne sait pas exactement ce que sera l'hôpital de demain. Donc le médecin de demain dans l'hôpital de demain, ben, ça va ensemble. C'est-à-dire que si l'hôpital, il va être tout technologique, on ne peut pas imaginer des médecins qui n'ont pas compris la technologie. Donc le médecin va forcément devoir s'adapter en fonction des moyens dont l'hôpital dispose et des outils dont l'hôpital dispose. Mais ce qui ne va pas changer, c'est que le médecin, il est là pour rassembler ce que la science propose et les outils et les mettre à disposition des patients. Donc un médecin, idéalement, il doit évoluer vers plus d'humanisation. Il doit toujours s'occuper du patient. Qui traite le patient avec un antibiotique, une pommade, un robot avec des rayons, de la chimiothérapie intelligente, il ne faut pas qu'il oublie que c'est un patient qui traite. Mais ces outils vont changer. Après, c'est sûr que autrefois, le médecin prenait le stéthoscope. Alors, c'est pas les stéthoscopes aussi fins que ce qu'on a. Le mettait sur le cœur. Il entendait les battements de cœur. Il essayait de se rappeler des bruits du cœur. Il va dire tiens, ça ne bat pas de la même façon. Il va essayer de faire un diagnostic. Aujourd'hui, avec le smartphone, on peut envoyer des ultrasons et on fait une échographie et on regarde à l'intérieur du cœur, sans avoir forcément besoin de l'outil du stéthoscope. Et tu vois mieux que celui qui essaye d'entendre le bruit avec son stéthoscope. Et tu mets ton smartphone et tu fais une échographie du cœur, comme ça, avec l'iPhone. Et tu peux même avoir un logiciel qui t'analyse l'interprétation et qui te donne la pathologie et le traitement. Le médecin, il faut juste qu'il comprenne que ce n'est pas les mêmes outils, mais ce qui est important, c'est qu'il fasse un raisonnement. Est-ce que mon muscle cardiaque se contracte correctement? Est-ce que je vais devoir me mettre une impulsion, le décharger parce qu'il est trop tendu? Donc le médecin, il va faire des raisonnements en fonction des outils dont il dispose et pour soigner son patient. Si le médecin il est là que pour développer des logiciels, il va oublier que derrière les outils, il y a des patients qui souffrent. Donc le médecin de demain, tu peux tout imaginer. Tu as un ordinateur, tu passes au scanner, il va regarder ton corps entier, il détecte la tumeur, il prend un bout, il analyse la génétique, il fabrique un médicament à la carte et il guérit la maladie. C'est génial.
Et nous, on appuie sur des boutons pour que, au suivant. Bon. On a le droit de rêver, parce que c'est vrai qu'on a des technologies maintenant où on va voir à l'intérieur, au millimètre, à l'intérieur de chacun. C'est des images où on voit à l'intérieur. Alors qu'il y a 30-40 ans, c'était très grossi. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est comme si vous prenez un télescope pour voir quelqu'un qui a 2 mètres. Et vous voyez en gros tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors qu'avant, on avait juste des petites lunettes pour voir à 800 mètres. On voyait un peu flou. Merci beaucoup. Donc une dernière question que je vais poser moi. En fait, c'était là où vous me dites aussi que le médecin doit évoluer avec plus d'humanisation. Ça se voit à travers toute votre pratique en fait à vous et lorsque vous avez mis en place le projet de la maison de l'après-cancer. Et donc en fait finalement c'est de plus en plus centré sur le patient et notamment au niveau des parcours de soins. Il y a quelques jours, l'INCa en fait a décidé de tester des indicateurs de parcours de soins pour 2 types de cancers, le cancer du sein et le cancer colorectal, qui sont mis en place en 2019 et pour la suite. Et avec la LFSS 2019, il y a aussi des nouveaux modes de financement qui sont des modes de financement au parcours. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces nouveaux modes de financement qui seront dans l'idée de globaliser en fait tout le parcours du patient, du diagnostic jusqu'au post-opératoire? Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie qui serait plus durable pour le système de santé ou est-ce que vous avez des préconisations à faire dans... Oui, bien sûr. Alors, pour comprendre le problème, aujourd'hui, la santé en France, ça coûte 250 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent, puisque la France, c'est 2000 milliards d'euros, le PIB. Bon. Alors, on doit quand même payer l'éducation, la défense, les fonctionnaires, avec ou sans gilet. Donc, c'est vrai que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on ne soit pas dans l'inflation des dépenses. Bon. Si aujourd'hui, vous avez plein de techniques, le radiologue, il va vous dire, on a un cancer du sein. Ah ben tiens, je ne vais pas juste faire ce scanner, je vais faire un scanner élaboré. Donc au lieu que ça coûte 500 €, ça va coûter 700 €. Ensuite, le radiothérapeute cancérologue, il va vous dire, ah ben moi je ne vais pas faire cette petite radiothérapie simple, je vais lui faire une radiothérapie au robot. Bon, alors au lieu de coûter X milliers d'euros, ça coûte 2 fois plus. Ensuite, le chimiothérapeute, il va dire, je ne vais pas faire cette chimiothérapie qui fait tomber les cheveux et qui irrite l'intestin. Je vais en faire une autre très ciblée qui pénètre dans la cellule, qui est vraiment très intelligente. Alors là, on multiplie aussi le prix par 2 ou par 3. Donc à la fin, pour le même patient, c'est sûr que le patient peut tirer un bénéfice ou pas. Au lieu d'avoir un prix, on va avoir un prix qui est multiplié par 3 ou 4. Mais sauf que notre système, il y a de plus en plus de gens et il n'est pas capable de traiter tout le monde de la même façon si on ne fait pas attention à la dépense. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, au lieu d'investir dans les armes, vous n'avez qu'à investir dans la santé. Bon, on a quand même besoin d'une armée. Voilà. Donc, il y a toujours une tension dans le financement de la santé. Quand on est solidaire, qu'est-ce qu'on est prêt à rembourser? Donc, ils veulent faire un essai sur les cancers les plus fréquents, et c'est très bien, l'Institut national du cancer. Le sein, le colorectal, alors on aurait pu faire le poumon et la prostate, mais il fallait prendre 2 modèles. L'idée, c'est de dire, si on attribue un forfait pour chaque patient, d'accord, est-ce qu'on peut arriver à implémenter les innovations sans arriver à trop exploser les budgets de la santé, mais en gardant une certaine efficacité? Alors maintenant, il y a des tensions. Il y en a qui disent, moi je préfère que tu rembourses l'image plus cher, et l'autre il va dire, moi je préfère que tu rembourses les rayons plus cher, et moi je préfère que tu rembourses la chirurgie plus cher. Et le payeur il dit, calmez-vous tous les gars, moi je vais rembourser tant, et maintenant on va pondérer quel est l'apport de chacun. Parce que si tu veux une image qui est plus chère, mais qu'on voit déjà très bien, pourquoi toi tu vas capter la ressource? Si tu fais de la radiothérapie, mieux, mais elle est déjà très bien, pourquoi c'est toi ça va aller? Parce que sinon elle ne pourra pas avoir son médicament. Donc il va falloir faire des arbitrages. Donc avoir un système par forfait, c'est pour éviter que ça dépasse les planchers, mais ça ne suffit pas en soi. Il va falloir faire des arbitrages. C'est pas parce qu'on a un parcours que c'est intelligent. Il faut voir dans le parcours comment tu vas répartir. Qui régule. Ensuite, si tu as une vraie innovation, on a financé tout le parcours. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient qui dit, moi j'ai un super médicament qui fait repousser les cheveux des femmes qui ont perdu leurs cheveux. C'est génial parce que du coup, elles vont se sentir belles, elles vont retourner travailler, elles vont être super actives. Et là, il va dire, bah, j'ai plus de budget, le parcours il est déjà financé.
Alors t'as qu'à discuter avec le radiologue, lui il veut pas changer son image, c'est trop bien son image. Et le chimiothérapeute, je vais pas changer ma chimiothérapie. Donc après, une fois que tu as financé, il faut que tu saches que les financements ils sont évolutifs. Comment tu intègres l'innovation, c'est pas figé un parcours. Donc il y a toute une ingéniosité pour financer, pour pas être figé, mais c'est pour ça qu'il faut expérimenter. D'accord? Si je dis aujourd'hui, chacun, voilà, vous avez un billet pour aller acheter la pizza en face, tout le monde a faim, va acheter une pizza, c'est très bien. Si je dis, au lieu d'avoir des 10, je vais vous donner la valeur de 8 pizzas, là vous devez voir partager. Il y en a qui va dire, mais moi j'ai plus faim. Oui, mais toi tu as déjà mangé cet après-midi 2 fois plus. Et là, ça va être la baston, parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Justement, cette régulation, elle va être assurée par l'État ou entre les acteurs, ils doivent se mettre d'accord? C'est pour ça que c'est une expérimentation. C'est normal, chaque discipline veut optimiser. Quelqu'un qui a un appareil photo, il veut un appareil photo qui est meilleur. Puis c'est très bien, ça fait des plus belles photos. C'est bon, la question, c'est est-ce que ton budget c'est pour des photos pour aller en vacances si tu vas pas en vacances? Peut-être qu'il vaut mieux aller en vacances et pas faire de photos. Peut-être qu'il faut des petites vacances, des photos sur iPhone, et que c'est déjà pas mal. Donc les arbitrages, c'est un peu compliqué. Maintenant, globalement, il y a des experts et nous, on prend en charge des patients de façon globale. On a besoin d'une belle image, d'une belle chirurgie, d'une belle radiothérapie. C'est juste pour que vous compreniez le parcours. Et donc, il ne faut pas financer des actes techniques, il faut financer ce qui va être indispensable pour que le patient soit pris en charge de façon globale. Donc, on change juste notre manière d'analyser. Ce n'est pas plusieurs actes, c'est un parcours d'un patient pour qu'on mette de la cohérence. Parce qu'il y a tellement d'innovation chez tout le monde, il faut bien à un moment commencer à pondérer, hiérarchiser. Voilà, si j'ai un cahier de devoirs ce soir avec 10 trucs à faire et que je suis fatigué, je ne vais pas en faire 10. Je vais choisir les 3 ou 4 les plus urgents et le reste, je verrai le lendemain où j'accepte d'avoir des notes plus mauvaises sur d'autres spécialités. Donc il y a un moment, il faut hiérarchiser. Donc il faut expérimenter pour voir comment hiérarchiser. Et c'est intelligent de dire on va faire un parcours. D'accord? Pour le financier. Parce que si on n'avait pas de problème d'argent, mais on n'a pas besoin. Si l'argent coule à flot, tu peux tout financer, t'as pas de souci. Or là, si tu fais couler à flot d'un côté sans réguler, c'est que finalement dans les écoles, il y a une maîtresse pour 35 élèves. L'État, de toute façon, il est obligé de sortir l'argent qu'il a en stock. Hein. Donc un système solidaire, ça doit être un système intelligent. Sinon, ça explose la solidarité. Du coup, juste j'ai une question qui m'est venue spontanément pendant toute cette interview. Du coup, ça rejoint un peu notre interview avec M. Ganassia. En fait, moi, quand je constate que l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est quelque chose de nouveau. La technologie du cyberknife aussi. Et j'aimerais savoir, vous qui avez un contact avec les patients au quotidien, comment ils sont réceptifs à cette technologie, parce que c'est assez nouveau, c'est assez méconnu. Bien sûr, on a eu le rapport Vivani, donc comme vous l'a expliqué Lynn, pour débroussailler un peu tout ça, mais ça reste quand même une technologie dont on ne connaît pas vraiment l'ensemble, et du coup ça peut faire peur. Donc j'aimerais savoir comment... En fait, les patients d'aujourd'hui, c'est pas les patients d'hier. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème, il va googliser son problème. Donc il va venir avec 40 pages, il vous démonte la machine, il sait tout ce qui est sorti dans toutes les revues du monde. Aujourd'hui, quand on voit des patients, c'est plus il y a le sachant médical et le patient qui ne sait pas. D'accord? Donc le fait de savoir, ça diminue la peur de l'inconnu. Donc le patient peureux, il y en a. Il y a beaucoup de patients qui sont rassurés par le fait qu'on utilise des belles technologies élaborées. Ça les rassure. Donc on n'est pas dans l'histoire de technologie qui fait peur, on est dans l'histoire de la technologie qui rassure. Le patient il est venu avec un taxi ou sa voiture. Bon, bah, avant il y avait une boîte mécanique, maintenant il y a une boîte électronique. Avant il y avait à la radio, on cherchait la station. Maintenant tu lui parles à ta voiture, elle te trouve la station et puis le son est magnifique. Donc les gens ont éprouvé la technologie. Ils s'en servent. Pour peu que tu aies de la domotique chez toi, que tu parles à ta voiture, elle s'allume toute seule. Voilà, donc quand tu utilises de la haute technologie en médecine, ça fait pas peur aux gens. Au contraire, tu dis aux gens, vous avez le choix de se faire opérer votre prostate ou votre utérus avec un robot ou sans robot, ils vont te dire avec robot la plupart.
Parce que pour eux, le robot, c'est le côté fiable. Donc il y a un moment où c'était pas su, mais ils avancent. La société, la médecine est intégrée dans une société avec sa manière de fonctionner. Moi aussi, j'avais une question sur la continuité de l'EUGENE, sur la fiabilité du robot, etc. C'était sur, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des risques sur le long terme, hormis les effets secondaires, quand il y a des irradiations sur les organes, etc. Oui. Est-ce que les robots, ils peuvent justement... Oui, alors c'est pas tant le robot. Parce que le robot, c'est une manière de délivrer les rayons. Mais les rayons peuvent abîmer, comment dire, ce qu'on appelle nous en phase aiguë, tout de suite, un organe. Mais ils peuvent aussi ne pas l'abîmer en phase aiguë, mais les vaisseaux, ils ont tellement pris un coup que dans le temps, ils vieillissent plus vite. Et quelques années après, on va se retrouver à avoir une perte de fonction. D'accord? Au début, on a bien toléré, mais quelques années après, on se retrouve à avoir des douleurs, de la fragilité. Donc, ce qu'on appelle des toxicités tardives, qui surviennent tardivement. Mais ce n'est pas à cause du robot, parce que le robot, il vectorise des rayons, qui sont l'élément qui traite et qui peut fragiliser. Donc, le traitement du robot, c'est les rayons qui sont portés par le robot. D'accord, il y a pas vraiment de différence avec les traitements d'autrefois, en fait. Si, c'est les mêmes rayons X, oui. Mais on ne va pas aller les déposer avec cette précision. Oui, c'est justement l'argument principal du cyber. Oui, ah bah oui. Et puis il n'est pas mauvais. Oui, bien sûr. Seulement c'est très cher comme technologie, donc c'est vrai que tout le monde ne peut pas y aller. D'accord. Voilà. C'est des machines qui coûtent plusieurs millions d'euros en fait. C'est ça l'ordre de grandeur. Alors c'est moins cher qu'un porte-avions qui coûte des centaines de millions d'euros. Question? Même histoire? Ok. Bon. Bon. On a l'air pas mal. Chacun peut parler. Donc nous tenons à vous remercier d'avoir accepté nos recevements ici et nous vous convions à notre séance d'ouverture à l'hémicycle de Paris le 17 avril. Vous avez réservé la date? Oui, c'est juste, on a pris 13h30. Voilà. Je vous envoie une invitation. Voilà, vous me donnez la date. Je serai honorée de vous avoir parmi moi nous. aussi. Si je suis en France, je viens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour faire son métier correctement, quand on fait son métier, on est en mobilité, on est obligé de faire des voyages. Là, je vais aller à Brazzaville, au Congo, dans 2 semaines. Ensuite, je vais aller à Rome pour passer un accord de partenariat avec des étudiants. Voilà, et on tourne comme ça. Donc, on a beaucoup de voyages très différents. On prend des étudiants, on va chercher des technologies, on va se réunir en congrès. Donc, c'est vrai que ceux qui bougent, ceux qui sont mobiles et plus actifs, ils ont effectivement des carrières un peu plus fines, un peu plus fortes. Et puis on a toujours accès à quelque chose de neuf qui se fait chez l'autre. Donc rester dans son coin, c'est pas très bon. Donc je dirais qu'on a des plannings un peu complexes, puisqu'il faut assurer la gestion du quotidien, les patients, les machines, les nouveautés, la science, les médicaments. Voilà. Ils ont vu une belle leçon de Piaget, comment s'adapter à son environnement aujourd'hui. Et la mobilité qui est un facteur important dans leurs études. Je crois que c'est vraiment le vecteur qui va vous guider toute votre vie, la mobilité, parce que si on est cloué dans une ville, on ne va jamais avancer. Par contre, c'est... Les idées, ça vient souvent quand on discute avec les autres, quand on va vers l'autre. On prend toujours quelque chose de l'autre. Donc il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Sûr que sortir, aller à côté de chez soi, revenir et puis dire allez tout se passe bien, on voit pas le monde qui change. Voilà. Donc avec plaisir, si la date je suis en France, c'est sûr que je suis chez vous. S'il y a juste cet inconnu, je vais aller regarder. Vous allez voir des Portugais, des Russes, important. des Roumains, c'est important. des Allemands, des Grecs, des Turcs. Non, mais c'est important. Et puis, je pense qu'en fait, cette génération-là, plus que les autres, va probablement avoir accès au voyage, pas à cause des vols low cost, parce qu'on a créé les possibilités d'échanger, les cultures ne sont pas cloisonnées, nous on fait ça mieux, et l'autre il dit moi je fais ça mieux, et on reste chez nous. Là, on a bien compris qu'il faut mondialiser, échanger pour être performant. Ok, super. Bon.